Internet a été conçu comme une infrastructure de communication très généraliste qui permet de faire abstraction de la réalité physique des connexions et qui expose comme modèle de communication un canal bidirectionnel fiable pouvant être utilisé pour bâtir des applications de plus haut niveau. Parmi ces applications, le web qui a une place tout à fait particulière et cette vidéo y sera consacrée. Mais avant de nous y plonger, il nous faut faire un détour par une autre technologie, le DNS ou Domain Name System. Nous l'avons vu, sur Internet, les ordinateurs sont identifiés par leur adresse IP. Pour autant, lorsque nous utilisons Internet, que ce soit par exemple à travers le web ou le courrier électronique, nous n'utilisons pas ces adresses IP, mais des adresses de la forme www.google.com ou pierremartin@paris.fr. www.google.com ou paris.fr sont ce qu'on appelle des noms de domaine et sont gérés par le système de noms de domaine ou, en anglais, Domain Name System. Le rôle des machines qui constituent ce système est de rendre Internet plus simple en permettant d'utiliser des adresses plus facilement mémorisables que 74.125.95.104 ou pierremartin@194.153.11.160. Lorsque ce système est employé, les navigateurs web ou les logiciels de messagerie électronique vont automatiquement traduire ces noms de domaine en adresse IP. Plus précisément, ces traductions vont être effectuées par des serveurs de noms de domaine auxquels les navigateurs web et les logiciels de messagerie font appel. Les choses se passent de la manière suivante. Lorsqu'un utilisateur tape www.google.fr dans la barre d'adresse de son navigateur, celui-ci va ouvrir une connexion TCP vers un serveur DNS dont il connaît l'adresse IP. Ceci est configurable au niveau du système d'exploitation, que ce soit Windows, Mac, Linux ou autre. Il va alors demander à ce serveur DNS l'adresse IP correspondant au nom de domaine de la page demandée par l'utilisateur. Il se peut que le serveur DNS ne connaisse pas cette adresse IP et ait à faire appel à d'autres serveurs DNS pour pouvoir y répondre. Mais ce mécanisme dépasse le cadre de ce cours. Le serveur DNS va donc renvoyer à l'ordinateur de l'utilisateur l'adresse IP demandée. Grâce à cette information, ce dernier va alors pouvoir ouvrir une seconde connexion TCP, cette fois-ci avec l'ordinateur correspondant au nom de domaine de la page demandée par l'utilisateur. On appelle cet ordinateur un serveur web. Et ceci afin de lui demander la page en question qui lui sera alors renvoyée. Grâce à ce mécanisme, nous pouvons consulter des pages web ou envoyer des emails sans avoir à mémoriser les adresses IP correspondantes. Il y a un aspect intéressant à noter dans cet exemple. À chacune des deux étapes, l'ordinateur de l'utilisateur se trouve dans une position où il a besoin d'une information qu'il va récupérer auprès d'un autre ordinateur, à chaque fois appelé serveur. La première fois, il demande une adresse IP au serveur DNS, la seconde fois, une page web au serveur web. Ce type d'interaction correspond à ce que l'on appelle le modèle client-serveur et est très fréquent non seulement sur Internet, mais dans l'informatique en général. Ici, l'ordinateur de l'utilisateur est le client. Dans le schéma général, le client demande des informations au serveur par le biais de requêtes auxquelles le serveur donne des réponses. Il y a une ambiguïté sur les termes client et serveur dont il faut être conscient et qu'il faut garder dans un coin de sa tête. Ce ne sont pas tant les ordinateurs qui communiquent que les programmes exécutés sur ces ordinateurs. Les mots client et serveur peuvent donc désigner tant ces programmes que les ordinateurs qui les exécutent. La plupart du temps, cette ambiguïté n'est pas problématique, mais il arrive qu'elle puisse être troublante, notamment lorsque le programme client et le programme serveur sont exécutés sur le même ordinateur, ce qui peut arriver notamment dans des périodes de développement. Maintenant que nous avons vu le système DNS et le modèle client-serveur, nous pouvons nous tourner vers l'objet principal de cette vidéo, le web. Le web a été conçu au départ, au début des années 90, comme un réseau de documents. Et ce web initial a rétrospectivement été baptisé Web 1.0 par opposition à ses évolutions ultérieures nommées Web 2.0 voire Web 3.0 qui rendent cette définition un peu restrictive. Mais focalisons-nous pour le moment sur cette conception initiale, ce Web 1.0. Une définition un peu plus précise de ce web documentaire serait de dire que le web est un système hypertexte, c'est-à-dire un ensemble de documents reliés entre eux par des hyperliens, appelés également liens hypertextes ou plus simplement liens. Ces liens, unidirectionnels, partent d'un élément du document source, comme un mot, un groupe de mots ou une image, et pointent vers un document cible ou un point particulier d'un document cible.
Le document cible peut être le même que le document source. On parle alors de liens internes au document. Ces liens permettent à l'utilisateur du système de naviguer de document en document. Pour rendre cela possible, le web repose sur 3 technologies essentielles. Les URL, qui permettent de nommer et localiser les documents. Le protocole HTTP, qui permet à un navigateur de demander à un serveur web de lui fournir un document, une page web correspondant à une URL donnée. Et enfin, le langage HTML, qui permet de décrire ces documents et donc de les faire transiter sur Internet. Afin de comprendre comment fonctionne le web, nous allons à présent passer ces 3 technologies en revue. Prenons l'exemple d'un utilisateur qui consulte une page web. Cette page comporte un lien, il clique dessus. Pour que la nouvelle page s'affiche dans son navigateur, le tout premier prérequis est de savoir quelle est la page à afficher et où elle se trouve. Cela se fait grâce à son adresse, c'est-à-dire son URL. Par exemple, http://fr.wikipedia.org/wiki/World Wide Web. Cette adresse, cette URL, se décompose en plusieurs éléments. http:// constitue le protocole par lequel le document sera récupéré. Ici, HTTP, le protocole du web, nous indique que c'est bel et bien une page web qui est désignée par le lien hypertexte. fr.wikipedia.org est le nom de domaine du serveur où se trouve la page. Il devra être traduit en adresse IP. Wiki est le chemin. Derrière cette notion de chemin se trouve l'idée que les pages web sont classées hiérarchiquement sur le serveur web, de la même manière que sur un disque dur, les fichiers sont rangés dans des dossiers. Enfin, World Wide Web est le nom de la page. Aux premières heures du web, le chemin et le nom de la page correspondaient réellement à la localisation d'un fichier sur le disque dur d'un serveur web. Si cela peut encore être le cas aujourd'hui, c'est cependant assez rare. Les technologies à l'œuvre sur les serveurs web font que les pages envoyées ne sont pas des fichiers préexistants, mais construites dynamiquement à la volée. Le chemin et le nom de la page jouent donc plus le rôle de paramètres qui vont être utilisés par le serveur web pour construire la page. Il y a une autre manière de passer des paramètres, plus explicitement dans une URL. Dans cet exemple, le point d'interrogation indique que ce qui suit, Q égale web, est une chaîne de paramètres. Ici, le paramètre Q a pour valeur web. Ce paramètre indique au serveur de Google que l'utilisateur a cherché faire une recherche sur le mot web. D'autres éléments peuvent venir compléter une URL, mais cela dépasse le cadre de ce cours. Reprenons notre exemple où un utilisateur clique sur un lien. Grâce au nom de domaine indiqué dans l'URL, le navigateur sait quel serveur web contacter pour obtenir cette page. Le protocole HTTP, pour Hypertext Transfer Protocol, va régir la manière dont le navigateur et le serveur web vont interagir à travers une connexion TCP. Ce protocole permet au client, au navigateur donc, d'empacter des commandes dans ses requêtes au serveur. Dans notre exemple, la commande sera get-wiki/World Wide Web pour « Donne-moi la page dont le chemin et le nom sont wiki/World Wide Web ». La commande get n'est que l'une des nombreuses commandes offertes par le protocole HTTP. C'est l'une des plus fréquentes avec la commande post. Cette dernière permet d'envoyer au serveur des informations qui modifieront le contenu du site, par exemple avec des informations saisies par l'utilisateur dans un formulaire. La réponse du serveur indique en premier lieu s'il a pu satisfaire la requête du client. Ce n'est pas toujours le cas, et cette réponse peut donc être un message d'erreur. Par exemple, l'erreur la plus courante, qui porte le numéro 404, indique que le serveur ne connaît pas la page demandée. Mais si la requête a pu être satisfaite, la réponse du serveur comprend la page en question. Cela nous conduit à la dernière des 3 technologies qui fondent le web, le langage HTML. Le langage HTML, pour Hypertext Markup Language, est un langage qui permet de représenter les pages web. C'est le formalisme dans lequel les pages web transitent du serveur au navigateur. Historiquement, c'est le langage dans lequel les gens écrivaient les pages qu'ils souhaitaient publier sur le web. Mais désormais, l'immense majorité des pages à présent sur le web sont générées automatiquement par les serveurs à la réception des requêtes. N'en reste pas moins que ce qui est généré par les serveurs est du HTML. Ce langage permet de décrire les différents éléments d'une page web, comme les zones de texte, les images ou les formulaires, et la manière dont ils s'agencent.
Le navigateur qui reçoit une page d'un serveur doit interpréter ce langage pour la présenter à l'écran. HTML est un langage à balises. Cela signifie qu'une page en HTML est un texte ponctué de mots spéciaux, les balises, délimitées par des chevrons. Ces balises fonctionnent par paires, comme des parenthèses. Les deux balises d'une même paire portent le même nom. La première est la balise ouvrante. La seconde, qui comporte de plus une barre oblique entre le chevron de gauche et le nom, est la balise fermante. Le langage HTML définit un ensemble de telles balises, contraint la manière dont elles peuvent ou non s'imbriquer les unes dans les autres, et précise la signification de chacune d'entre elles. Autrement dit, il décrit comment les navigateurs doivent interpréter ces textes. Prises ensemble, les trois technologies que nous venons de voir, les URL, le protocole HTTP et le langage HTML, fondent le web. La première permet de localiser les pages web, la seconde établit la manière de les faire transiter sur Internet, et la dernière définit la structure et le contenu des documents qui transitent effectivement sur Internet. Toutefois, le web d'aujourd'hui dépasse la vision que nous venons d'en dresser en ne nous focalisant que sur ces trois technologies.